Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un for drogue et addiction de Bruxelles. On va parler de drogue et d'addiction, évidemment. Il y a 3 semaines, on a fait un jeu sur le jeu de la cacahuète. Et je ne sais pas qui était là cette semaine-là. Il y avait Flo qui était là pour le jeu de la cacahuète. Tu te souviens un peu de ce qu'on a fait? On s'est assis, on a eu un petit rôle avec de quoi manger sur la table. Le but, c'était on avait 3 rôles. Un qui observait, un qui donnait envie aux autres de manger, et le dernier qui ne pouvait pas manger. Et le but, c'était que les consommateurs arrivent à faire manger aux autres, en comparaison à la drogue, à ceux qui vendent, ceux qui voient et ceux qui sont en addict. Et puis on a débattu là-dessus un peu après le jeu. Vous avez débattu sur quoi? Sur la consommation de drogue et si c'était le bienfait de légaliser ça ou pas. Et c'était quoi la conclusion du débat? Que c'était pas la meilleure des idées, en tout cas pour nous, mais que c'était une idée, mais à réfléchir plus parce que du coup les dealers iraient peut-être dans autre chose et plus grave. Si on légalisait, c'est ça? Ouais. On avait parlé aussi de le fait de vouloir participer à un groupe, à appartenir à un groupe, et le fait d'être influencé par nos pairs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu ça? Oui, on peut vous expliquer ça, mais nous, ce qu'on trouvait surtout intéressant, c'est de pouvoir mettre une question aujourd'hui un petit peu au centre de la table et voilà, amener du débat, de la réflexion, de la discussion. Donc c'est vrai que l'objet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le mot drogue. Alors ce qu'on voulait dans un premier temps, c'était peut-être revenir sur ce mot-là avec notre définition à nous, avant de lancer finalement la question qui pourrait être intéressante pour toutes et tous ici. Alors pour un for drogue et addiction, la drogue, on l'a définit en fait comme toute substance qui a un effet sur le système nerveux central, pour le dire plus simplement sur le cerveau. Voilà, ça va pas plus loin que ça. On a une définition qui est finalement très très large et où on peut finalement inclure des produits légaux comme le tabac, l'alcool, certains médicaments aussi, ou illégaux, cannabis, cocaïne, ecstasy, enfin là la liste est effectivement très très longue. Mais ce qui intéresse évidemment notre institution particulièrement, et c'est vrai que le jeu que vous avez brièvement présenté, le jeudi de la cacahuète, finalement travaille là-dessus, c'est finalement qu'est-ce qui motive véritablement le consommateur à prendre un produit ou un autre. Ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous dans notre institution, c'est de partir de là pour évidemment amener de la compréhension à travers finalement la thématique des consommations de drogue. Et donc peut-être que Antoine, mon collègue ici, peut lancer la question. Et donc, pour continuer, donc le jeu dont on vient de parler, c'est une des motivations. Donc, effectivement, faire partie d'un groupe, puisque c'était ça, c'est ça l'idée, c'est une motivation extrêmement forte. Moi, je ne peux pas manger des cacahuètes. Tout le monde en mange. Je me sens évidemment mal, surtout si tous mes copains me disent bon, si tu manges pas des cacahuètes, tu fais plus partie du groupe. Donc, ça me met à mal. Et donc, au final, j'ai fortement envie de manger des cacahuètes, même si j'aime pas les cacahuètes. Donc, c'est une motivation extrêmement importante pour tout un chacun. Mais il y en a d'autres. Et donc, est-ce que les jeunes ici, vous avez des idées d'autres motivations qui nous pousseraient à consommer ce qu'on appelle une drogue que vient de définir Augustin. On sait que c'est mauvais pour la santé, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont interdites et malgré tout, il y a énormément de consommation de drogue dans notre société. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que les gens consomment ces substances? Donc, il y a déjà l'effet de groupe que vous avez découvert lors du jeu de la cacahuète, mais il y a d'autres motivations. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Je pense que tout démarre du même endroit. C'est les gens, le bien, enfin, ce qu'ils ressentent, l'envie le manque dès qu'ils ont commencé, comme l'alcool et plein d'autres choses comme ça, le tabac. Oui, d'accord, mais donc pourquoi est-ce qu'on consomme de l'alcool? Pourquoi est-ce qu'on commence, comme tu as dit C'est quoi une des motivations à consommer de l'alcool? Pour moi, c'est l'environnement, donc ton intégration à un groupe, Oui, donc comme on ça... l'a dit. Voilà. Et
pas spécialement le goût, il y a des gens qui aiment pas du tout. Mais Je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé, parce qu'on avait aussi regardé des vidéos sur tout ce qui était la prévention, de tout ce qui était tabac, la puff, tout ce qui était tabagisme. Et donc toi, tu disais que tu avais commencé à fumer parce que tu avais du stress également, et que maintenant, c'était devenu un peu ta petite habitude, et que, c'est ça? Donc moi, j'ai commencé à fumer pour l'effet de groupe et parce que je me rendais compte que c'était mon moment à moi. Où j'avais plus à penser à autre chose, etc. Et maintenant, c'est même plus une envie ou un truc, c'est une habitude. Donc sortir ma puff pour fumer, aller fumer une clope à l'extérieur, c'est même plus comme si j'en avais... Enfin, pour moi, c'est un réflexe, c'est plus un besoin. Et j'arrive pas, je me dis que c'est comme ça et j'arrive pas à l'enlever, quoi. Et on en avait discuté, toi tu disais, oui, mais moi je suis sûre, moi à mes 18 ans j'arrête. Et c'est là où moi je t'ai arrêté tout de suite et je t'ai dit malheureusement, j'espère pour toi que tu atteindras cet objectif et qu'à 18 ans tu arrêteras, mais que malheureusement, à partir d'un moment où on a une habitude et que le cerveau a l'habitude de recevoir cette récompense, parce qu'au final ça devient une récompense, s'arrêter du jour au lendemain, malheureusement c'est hyper compliqué. Comme moi je t'ai dit, j'ai commencé à fumer très très jeune. J'en ai 25 ans aujourd'hui, donc ça fait bien plus de 10 ans que je fume. C'est une habitude que je n'arrive pas à enlever et pourtant j'aimerais arrêter de fumer. Et donc c'est pour ça que je t'ai un peu déconstruit sur le fait que c'est pas à 18 ans que tu arriveras à arrêter si tu continues, par exemple. Je suis d'accord, mais c'est un objectif que je me suis mis. Ok. Mais bon, je sais très bien qu'à mes 18 ans, si je vais en soirée, il y aura toujours une clope par là, une clope par-ci. Et donc là c'est bien parce que tu as changé d'avis par rapport, de point de vue par rapport à ça, parce que l'autre fois tu étais complètement dans le déni en disant non, moi c'est sûr, à 18 ans, j'arrête quoi. Je saurais arrêter le jour de mes 18 ans. Ouais, j'ai plus tout à fait cette optique-là après nos discussions. Ok. Mais c'est sûr que j'aimerais à 18 ans diminuer en tout cas ce truc de tabac et faire plus d'attention. Mais pour l'instant, j'y prête pas spécialement attention parce que le groupe, mon envie, mes habitudes. Et puis voilà. Donc, ton prénom, c'est Florian. Ok, Florian. Comme ça, on peut aussi se Oui, nommer, ok. c'est mieux. Mais donc, oui, Florian, tu as parlé aussi d'une grande motivation qui est très importante pour nous, c'est-à-dire la réduction d'un stress ou de quelque chose qui pouvait t'apparaître comme étant difficile à un certain moment. Au-delà finalement de la motivation liée à l'inclusion du groupe, hein. Mais donc c'est vrai que finalement ça c'est une autre motivation possible et qui est liée à ta consommation de tabac. L'habitude que tu cites ensuite, c'est une motivation qui pour nous est importante de déconstruire parce qu'on ne commence jamais de consommer un produit par habitude. L'habitude, elle, comme vous l'avez dit, hein, tous les deux, elle s'installe avec le temps. Mais ce n'est pas pour autant que finalement le produit qui est consommé ne répond plus à un besoin. Pour nous, le besoin, il est toujours là. Il y a toujours une raison qui fait qu'on a besoin de ce produit, mais c'est pour répondre encore une fois à quelque chose. Ce quelque chose peut être plus difficile à trouver, à atteindre. Il n'y a pas pour nous une consommation comme ça d'un produit pour le produit en tant que tel. C'est ça. Donc en fait, le stress, si je reprends cette motivation-là, mettons que je sois légèrement stressé pour aller à l'école. Mais ça veut dire que je vais consommer une cigarette avant d'aller à l'école. Et ça va devenir une habitude parce que, évidemment, tous les jours, je vais à l'école. En tout cas, 5 fois par semaine. Et donc, je consomme cette cigarette sans plus faire de lien entre le fait que je vais aller à l'école et que... alors, je dis ça comme ça, je ne sais pas... C'est pas du tout pour te viser toi, mais par exemple, je ne suis pas un excellent élève, et donc le niveau de stress est important. Et donc l'école, pour moi, c'est un stress. Et donc je fume avant l'école, tout simplement. Je ne conscientise pas, je ne réfléchis plus au pourquoi je fais les choses. Simplement, j'ai l'habitude et ça m'aide. Ça m'aide finalement, sans que j'en sois vraiment conscient, parce que c'est plus facile pour moi d'aller à l'école quand j'ai fumé ma cigarette que le jour où, justement, mince, j'ai plus de tabac. L'école, ce jour-là, c'est encore un peu plus difficile d'y aller. Tu vois, ça devient ce qu'on appelle une habitude, mais il y a toujours le besoin. Et la preuve que c'est une habitude qui n'en est pas vraiment une, c'est que le week-end ou quand je suis en vacances, là, comme par hasard, je ne fume pas cette fameuse cigarette. Elle a disparu tout simplement parce que le stress lié à l'école, il n'est pas là. Okay, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup dans notre discours, c'est se dire, finalement, on réduit la consommation à une habitude qui n'aurait pas de sens. Non, l'habitude, c'est simplement qu'on ne fait plus le lien avec le besoin derrière.
Je pense qu'on avait parlé aussi dans le débat que c'était plus facile d'arrêter de fumer en dehors. Donc si on va en vacances ou quelque chose, et même moi, hein, quand je vais en vacances, je fume beaucoup moins que quand je suis ici à Waterloo. Peut-être parce que je suis pas avec les amis avec qui je traîne d'habitude, etc. Et puis c'est pas le même environnement. Non, mais tu mets le doigt parfaitement sur ce que nous, on croit finalement, c'est-à-dire que cette histoire d'environnement, évidemment, est très très importante par rapport aux motivations à consommer, parce que ça va dépendre avec qui tu es, où, à quel moment, quels sont les enjeux qui sont liés à la situation. Si on reprend l'école, ben forcément, quand tu es en vacances, il n'y a pas d'école. Donc si c'est ça la source de stress, pour reprendre l'exemple, elle n'y est plus. Donc fatalement, on peut continuer à consommer, mais peut-être pas pour tout à fait les mêmes raisons. On va peut-être moins consommer aussi. Enfin, voilà, ça c'est encore à déterminer. Mais ce qu'on voulait peut-être aussi entendre, c'est si vous avez d'autres motivations comme celle-là, comme cet exemple-là qui est très bon, le stress, d'autres motivations à consommer des produits. Maintenant qu'on a lancé un petit peu la discussion, est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête? J'allais justement peut-être demander aux deux jeunes qui sont là, venez approchez. Venez. Vous avez quel âge? 14. Vous avez 14 ans. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des amis qui fument déjà peut-être la cigarette électronique, la puff? Non. Aucun de vos Non. amis? Non, pas vous, mais par exemple, est-ce que vous avez Oui. déjà été entouré d'amis qui fument déjà la puff à 14 ans? Non. Aucun? Aucun. Ok, parce que parfois, nous, on va chercher des élèves ici au Sacré-Cœur sur le temps de midi. Et à 14 ans, ils ont déjà une puff en main, quoi, de toutes les couleurs. Mais normalement, il commence à 12 ans, un truc comme ça. À 12 ans déjà? En première secondaire, il fumait toujours. Donc, tu as vu déjà des jeunes autour de toi déjà fumer la cigarette. Tu peux te rapprocher du micro. Hein. Donc, déjà fumer la cigarette électronique. Ouais? Ok. Et on t'a déjà proposé d'essayer, de goûter? Ouais. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai refusé. T'as refusé? Parce que de un, je veux pas, mais aussi c'est pas bien pour ma religion. Ok, d'accord. Donc toi, tu sais que c'est pas bien pour toi, mais donc ta religion a fait que ça a mis l'accent dessus ou tu as refusé? Je pose juste une question. Et comment tu t'es senti quand tu as refusé? Bien. Bien? Tu t'es pas senti exclu? Non, ça va. Non? Et toi, dans tes proches? Non, du tout? Et tu penses quoi de ces puffs que certains jeunes de 12 ans fument? Tu sais pas? C'est pas grave. Donc voilà, en fait, c'est plus difficile de refuser une puff ou de tirer sur une cigarette quand c'est son ou ses meilleurs copains, évidemment, qui le proposent. Ouais. Ça, c'est difficile parce qu'on a juste peur qu'ils nous disent « Ah, mais t'es qu'une mauviette ». Donc il y a beaucoup de jugements de valeur qui sont liés aux drogues, parce que les drogues font viril. Quoi, tu bois même pas une bière quand on va au café, tu prends un verre d'eau, une orangeade. Et ça, les adultes sont encore pris là-dedans. Il n'y a pas que vous, les jeunes, qui a peur finalement du jugement de valeur lié au fait qu'on ne consomme pas, par exemple, un verre de bière ou un verre de vin au café. Pareil pour quoi, tu as peur de tirer sur une puff, tu as peur de tirer sur ma clope, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, évidemment, tant que notre statut de virilité va être lié à des prises de risques, eh bien, on va toujours avoir envie de correspondre à l'image sociale de l'homme courageux, viril, etc. Et il y a plein de comportements comme ça. Hein. C'est les consommations de drogue, mais c'est aussi je vais faire du vélo sans les mains, ou je vais conduire trop vite, ou etc., etc. Hein. Il y a plein de... Parce que notre environnement social, notre société, comme on dit, elle valorise les prises de risques. Elle dit, ah oui, ça c'est les vrais. Ça, c'est les vrais. Et donc ça, c'est une grande difficulté pour nous tous, hein, de résister à ça, de dire non, je suis un homme, même si je ne fais pas ce comportement parce que je le juge tout simplement idiot, par exemple, ou bien qui ne correspond pas à ma religion. Donc ça, c'est un facteur de protection, c'est d'avoir une assurance de sa propre valeur, sa religion ou d'autres éléments qui peuvent nous protéger face à ces prises de risques-là.
Après, c'est pour répondre à la question de Lila tout à l'heure. Pour moi, les jeunes de 12 ans qui fument, c'est entre guillemets ridicule. Parce que c'est pas pour le social, parce que je pense pas que dans un groupe, tu auras 12 jeunes qui fument à 12 ans. Mais plus pour essayer de paraître plus grand, aller faire comme les grands. Donc c'est pas une action sociale, c'est du recopiage. Dire là, les grands, ils sont chouettes à faire ça, et hop, je suis. D'ailleurs, si on regarde, les enfants de parents fumeurs vont plus facilement être fumeurs qu'un enfant de parents non fumeurs. Parce que c'est leur exemple, c'est ce qu'ils voient. Ouais, donc pour simplement rebondir par rapport à cette nouvelle motivation que tu viens de citer, oui, encore une fois, faire comme les grands, soit les grands de l'école ou soit les adultes qui nous entourent, c'est effectivement une motivation importante et elle a justement un caractère social parce qu'elle s'inscrit à travers les relations, tu vois, donc forcément on est nous, les êtres humains, on est amenés à évoluer en groupe, hein, et donc on va effectivement copier des comportements qu'on va voir chez d'autres, parce que ces comportements, on pense qu'ils vont finalement nous servir à paraître plus grand ou être bien vu dans une société, encore une fois, comme la nôtre, où tout ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Mais donc, c'est des motivations qui ont un caractère extrêmement social. Et là, tu as dit un mot c'est voilà, que tu trouvais ça un peu ridicule, parce que pour toi, c'est ridicule de voir un enfant un jeune de 12 ans avec une puff. Et j'utiliserais même pas le terme ridicule. Moi, je trouverais même ça très inquiétant. Parce que au-delà de ça, même si c'est du recopiage pour paraître plus grand, il y a une addiction qui va se créer. Et c'est là, en fait, on se dit, mais donc du coup, s'ils veulent nous recopier, notre consommation à nous pose problème à cette jeunesse, en fait. Bah oui, c'est sûr, c'est de là où vient le problème. Hein. C'est pas que des jeunes, des vieux, etc. C'est tout le monde. T'as des gens qui fument, t'as d'autres qui vont fumer derrière. Tu vois tes parents boire un verre entre copains, tu sais très bien que plus grand, t'as envie de faire la même chose parce que si tu vois qu'ils rigolent, qu'ils font ci, qu'ils font ça. Donc oui, c'est ridicule pour moi les enfants qui fument à 12 ans parce que c'est du recopiage, je pense pas que ce soit une addiction. Mais Après, ça va en devenir une, ouais. tu vois. Et c'est là où moi je tiens de flasher par rapport à ça. Notre consommation pose problème aux plus jeunes parce que imaginons ici tu joues à l'MJ, tu fais un ping-pong avec voilà, des jeunes de 13 ans et en fait je ne vous cible pas du tout, hein, c'est un exemple que je prends et au final ils s'accrochent à toi parce que du coup ils se rendent compte que t'es leur point d'ancrage ici à l'AMJ parce que tu prends du temps, tu leur accordes du temps, ils te trouvent super cool et puis en fait ils te voient fumer sur la terrasse et ils vont se dire ah mais en fait c'est super cool de fumer et parce qu'ils ont envie de te ressembler ils vont être amenés à consommer. Mais évidemment, donc il faut savoir que le cerveau des enfants et des jeunes, il est fait pour copier les plus grands. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Et ça commence très jeune. On fait des jeux d'imitation. On fait la petite... alors, je sais bien que c'est un peu des modèles sexistes, mais la petite fille, on lui met une mini planche à repasser dans les mains et un faux fer à repasser. Et en avant, le petit garçon va recevoir un pistolet en plastique parce qu'il voit la télévision. Et donc, il va copier, évidemment. Et il est programmé pour ça. Et c'est super important parce que il doit apprendre à devenir un adulte et devenir un adulte, c'est faire comme les adultes. Donc, c'est super important et c'est impossible de ne pas copier les adultes. Donc, la question, c'est comment on va éduquer à ça. C'est-à-dire que quand un petit garçon reçoit un pistolet en plastique, on ne lui dit pas c'est vrai, hein, c'est du vrai, c'est un vrai pistolet, tu vas vraiment faire la guerre ou jouer au policier. Non. On va lui expliquer, il a compris les règles du jeu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va jouer au faux policier, au faux voleur pour apprendre. Et donc, c'est super important parce qu'il y a un côté pédagogique à ça. Malheureusement, en matière de consommation de drogue, c'est comme pour n'importe quel comportement qu'on voit super présent chez les adultes, en tout cas en matière de tabac et d'alcool, hein, qui sont des comportements relativement banalisés. Moi, je vais faire pareil, comme on vient de le dire, pour grandir, pour montrer que je ne suis plus un enfant. Et ça, c'est important. Mais il n'y a pas les règles. On ne comprend pas à quoi ça sert tout ça. Donc l'enfant, il va devoir découvrir ça par lui-même. Et comment il va faire ? En l'essayant. Tiens, au fond, l'alcool, personne ne m'a expliqué cette affaire-là. Et donc, je vais commencer à boire. Et souvent, je ne vais pas boire tout seul, je vais boire avec mes copains. Et on va essayer de comprendre ensemble. Mais là, je vous le dis en faisant le raisonnement. Mais
Tout comme quand on joue aux soldats ou aux gendarmes et aux voleurs, on n'est pas en train de dire « Ah, mais c'est pour comprendre la société et comment ça marche, etc. » Non, on est directement dans l'action et c'est normal. Et donc, avec la consommation d'alcool, par exemple, mais on va faire exactement pareil, on va être directement dans l'action. Et on va se dire « La compréhension va venir de l'action. » Ok, donc je vais boire un peu, beaucoup, peut-être un peu trop, mais pour comprendre, tiens, mais au fond, pourquoi mes parents, pourquoi tellement d'amis, des amis de mes parents, pourquoi il y a tellement de publicité, à quoi ça sert, si vous voulez, cette affaire-là? Parce qu'on ne me l'a pas dit, on ne me l'a tout simplement pas expliqué, et je vois que c'est super important. Et donc, je dois comprendre ça. Et donc, voilà pourquoi il y a à la fois un comportement de copiage, mais qui est sans règle parce qu'on ne comprend pas. On ne nous a pas expliqué, on n'a pas eu d'éducation ni à l'alcool, ni au tabac, parce que, je pense qu'on ne sait tout simplement pas toujours les fondements profonds de ces consommations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de décortiquer ça un peu avec vous. Tiens, mais au fond, quelles sont les raisons qu'ont les adultes aussi? Bon, on a beaucoup de raisons ici des ados, de faire comme les adultes, justement. Mais les adultes, finalement, oui, doivent se sentir membres d'un groupe. Hein. Ça reste important à l'âge adulte. Oui, ils doivent aussi paraître un peu plus mûrs que ce qu'ils n'ont l'impression d'être. Et donc, peut-être qu'une cigarette entre deux doigts, ça les aide à ça, ou un verre d'alcool, ça peut les aider à ça. Mais il y a encore, évidemment, beaucoup d'autres raisons. Et peut-être on va continuer. Gérer le stress, voilà, vous l'avez dit aussi. Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles ces produits-là sont consommés. Mais au plus tôt et au mieux on les découvrira ensemble, au plus vous allez comprendre ça et moins avoir besoin finalement de le découvrir par vous-même. Parce que ce sont les mots qui vous manquent, la compréhension par les mots et l'explication finalement de tous ces comportements. En parlant, on sera moins obligé de le découvrir en consommant nous-mêmes ces produits-là. Après, je pense personnellement, c'est mon avis, que tout jeune qui commence à fumer comme ça n'a pas spécialement demandé l'avis à un fumeur de ce que c'était. Parce qu'aller demander à un fumeur, je pense que beaucoup de fumeurs vont vous dire que c'est de la merde, mais qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Donc pour moi, c'est juste une admiration, quelque chose qui paraît cool pour eux. Mais aller demander, je pense, je peux demander à Lila, à moi, enfin, qu'un jeune vient nous demander, on va lui dire, fais jamais ça, c'est de la merde. Oui, mais si tu veux, c'est un peu la perception de ce que va en faire du coup le jeune qui observe le comportement. Lui, à travers finalement toi, il va s'imaginer, et donc la consommation de tabac, il va s'imaginer une image. Il va s'imaginer quelque chose, que ça va pouvoir venir satisfaire chez lui. De l'admiration parce que tu es un plus âgé, de l'inclusion dans un groupe parce que finalement c'est un groupe de fumeurs et que tout le monde fume dans ce groupe et que donc c'est un peu le comportement que tout le monde partage. Ça, c'est ce que le jeune va observer de l'extérieur, mais effectivement, il ne va pas entendre de mots là-dessus et surtout, il ne va pas se faire cette réflexion-là tout de suite dans sa tête. Il va, comme dit Antoine, quelque part tout de suite passer à l'action. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'offrir justement un espace où on met des mots sur ces différentes motivations à consommer. Parce que c'est trop oublié dans le discours de la société. Quand on parle de consommation de produits de drogue, en général, on entend toujours la même chose. Ah oui, mais tel produit est dangereux, ça a tel effet sur la santé, telle conséquence dans ta vie plus tard. Rien qu'à prendre l'exemple du paquet de cigarettes. Ça parle à peu près à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a sur un paquet de cigarettes ? Les informations de ce qu'il y a dans la clope. Des images. Il y a des images pas très jolies. Bon, voilà, avec des poumons, des poumons bien noirs ou parfois même des images, des effets que ça peut avoir sur notre entourage. Et puis, il y a aussi un slogan qui est écrit en imprimé, en gras, « Fumez-tu ». Donc, c'est la conséquence de la consommation de tabac. Après, je pense que tous ceux qui vont fumer, c'est pas un dessin sur un paquet clope qui va leur faire « Ah non, je fume plus ». Mais voilà, mais c'est ça. Mais c'est comment est-ce que la société répond préventivement, c'est de la prévention pour la société, comment est-ce qu'elle répond aux consommations de tabac, comme ça. Après, la société est bien contente de vendre ça. Enfin, si vous regardez l'économie belge, elle est basée aussi là-dessus. Puis il n'y a pas que ça, ils mettent plein d'autres drogues, entre guillemets, parce qu'il y a le sucre, qu'on a déjà parlé. Il y a 2 drogues comme ça, le sucre est dans tous les aliments maintenant, ou presque, qui est une drogue aussi.
L'alcool aussi peut-être. Ouais. Ce qu'il y a surtout, c'est que beaucoup de gens ont besoin du tabac. Parce que le tabac va être super important pour eux, va répondre à des besoins super importants. Et ça, c'est le plus fort, évidemment. Si on interdit aujourd'hui le tabac, eh bien, des tas de gens vont en acheter quand même au marché noir. C'est la même chose pour le cannabis ou pour n'importe quel produit qui est aujourd'hui interdit. Et c'est pour ça que la prohibition, ce qu'on appelle la prohibition, c'est-à-dire le fait d'interdire un certain nombre de produits, ne fonctionne pas et amène toute une série de trafics parce que les produits qui sont aujourd'hui interdits, ils sont trop importants pour toute une série de gens. Par exemple, aux États-Unis, avant la guerre, ils ont essayé d'interdire l'alcool. Et ça a amené une violence terrible dans la société parce que très très peu de gens ont arrêté de boire de l'alcool. Même si c'est très mauvais pour la santé, c'était pour ça qu'il a été interdit, plein de gens ont continué à en acheter, à en fabriquer dans des conditions épouvantables. Ça a amené des trafics incroyables, Al Capone et tout ça. Et donc, malgré tous les moyens policiers qui ont été mis en œuvre à ce moment-là aux États-Unis, ils ont dû arrêter un moment parce que ça devenait ingérable. En fait, les gens ont trop besoin de l'alcool dans nos sociétés pour toute une série de raisons. On en a déjà dit pas mal ici, mais il y en a encore des très très importantes. Et donc l'alcool continuait d'être consommé à très très fort pourcentage dans la population. Et déjà, rien que pour l'alcool, je trouve qu'on l'a très fort associé à tout ce qui est déjà festif. Déjà, moi, quand j'étais petite et qu'on faisait des repas de famille ou qu'on faisait Noël ensemble, tu avais toujours cette petite bouteille et chin-chin et tout le monde était heureux. Et moi, effectivement, de nouveau, je voulais aussi participer. Donc, j'avais mon petit kidibule. À un certain âge, j'avais droit à avoir mon petit cidre qui était à 4%. Et en fait, déjà, dès notre plus tendre enfance, on se dit l'alcool, c'est festif. Et dans la génération actuelle, il y a toujours une bonne raison pour faire la fête. Et ouais, je pense qu'on a déjà là actuellement, je sais pas toi, mais on associe l'alcool à la fête. Peut-être vous n'avez pas forcément déjà bu d'alcool, mais est-ce que vous associez aussi l'alcool à la fête, par exemple ? Par exemple, moi je vais jamais boire de l'alcool et je trouve pas ça festif. Non, mais tu trouves ça normal. Enfin, toi, par rapport peut-être à ta religion et tout ça, tu trouves pas ça festif. Mais quand, je sais pas, moi, tu vois un film et que tu vois des gens, par exemple, trinquer, ou autour de toi, tu vois des gens trinquer, pour toi, tu trouves pas ça festif ? Peut-être pour eux. Ok, peut-être pour eux, d'accord. C'est vrai que c'est intéressant d'identifier le contexte festif comme étant intimement lié à la consommation d'alcool. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce que on boit en fait en contexte de fête ? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, l'alcool en contexte de fête ? Qu'est-ce que la fête finalement ? C'est les effets joyeux. Ouais, il y a effectivement le côté joyeux du moment. Qu'est-ce qu'on est amené à faire en fait en contexte de fête ? Mais je sais pas, mais moi je trouve qu'il y a vraiment toute une bonne raison pour faire la fête. Rien que par exemple, je signe mon contrat, on va fêter ça, on va aller se boire un verre. J'ai eu mon permis enfant d'ailleurs mardi passé. Il faudra aller boire un verre, il faut aller fêter ça. Il y a à chaque fois une toute petite bonne raison pour pouvoir faire la fête et aller boire un verre. Et ce qui est très drôle, je trouve que l'alcool est vraiment l'un des seuls trucs où on t'incite vraiment à prendre. Allez, il faut qu'on aille boire un verre, il faut vraiment marquer le coup. Et parfois, ça m'est arrivé des soirées où je suis là, mais non les gars, cette soirée, moi j'ai pas trop envie de boire. Et alors ce qu'ils disent souvent, c'est boring, allez, vas-y un peu, il faut se détendre, il faut se relâcher. Et parfois je me dis, mais si je bois pas, en fait, c'est pas forcément pour être rattaché à ce groupe, parce que je sais très bien que c'est mon groupe d'amis et que j'y ai ma place. Mais purée, peut-être que cette soirée, je vais être nulle pour eux, quoi, parce que je serai pas dans l'ambi. Enfin voilà, c'était juste ce que je voulais partager. Moi je trouve que en fait, prendre des drogues, c'est aussi une façon de changer sa façon de voir le monde et peut-être changer, sortir un peu de soi, changer d'émotion. J'ai l'impression que c'est ça aussi pourquoi on fait la fête. Parce que ça désinhibe aussi l'alcool, on va peut-être plus facilement parler avec les autres, faire des rencontres et tout ça. Donc je pense que c'est aussi tellement ancré dans notre société que c'est difficile de s'en passer, c'est accepté, on peut, l'alcool en tout cas c'est légal, d'autres drogues beaucoup moins. Mais je pense que c'est une manière de s'échapper de soi-même aussi, de changer de manière de voir le monde.
Voilà, moi c'est un peu ce que je pense. On associe ça à la fête. Et je sais pas si tu peux répéter ta question, parce que j'ai bien aimé ta question que tu avais. Oui, en fait, mais c'est parce que c'est très juste de lier la consommation d'alcool à la fête. Mais du coup, la question c'est pourquoi est-ce que justement c'est lié? Qu'est-ce qu'on est amené à faire en contexte festif? Alors Amaury a apporté pour nous sans doute quelques éléments de réponse. Le caractère désinhibant en fait de l'alcool est hyper important, surtout en milieu festif. Se relâcher. En général, quand on fait la fête, on ne fait pas la fête seul, on fait la fête avec d'autres. Ouais. L'alcool, évidemment, permet aussi plus facilement d'aller vers les autres. C'est surtout ça, en contexte festif. L'idée, c'est de se regrouper, de se mélanger, parfois avec des personnes qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas toujours simple. On nous a toujours freiné à ça dans nos rapports. C'est pas facile d'aller vers l'autre et, par exemple, de lui dire, je sais pas moi, est-ce que tu veux danser avec moi? Est-ce que tu veux qu'on se rapproche? Donc, on va céder en fait de l'alcool pour le faire. Et d'ailleurs, l'alcool est considéré comme notre drogue, elle est considérée comme la drogue sociale parce que justement, elle va aider à favoriser les rapports en fait interpersonnels. Et d'ailleurs, on entend souvent que la fête ne commence pas tout de suite au début quand les gens arrivent, mais qu'à partir d'un certain moment, quand justement les effets de l'alcool sont chez tout un chacun, hein, on sent les effets, on se dit « Ok, là, la soirée est lancée ». Oui, c'est pareil pour tous ceux qui vont consommer avant d'aller sur le lieu de la fête, parce que la fête, comme on vient de le dire, elle a besoin de la relation sociale. Une fête où chacun reste dans son coin sans parler, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une fête. Hein. Non, la fête, elle est justement dans l'interaction sociale. Et cette interaction, elle est difficile. Elle est difficile pour plein de raisons. C'est difficile de danser devant les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je vais être ridicule, etc. Donc, pour franchir le pas, alors pas tout le monde, hein, on ne va pas dire tout le monde a besoin d'un verre d'alcool, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont besoin d'un verre d'alcool pour simplement, comme l'a dit Augustin, simplement aller vers l'autre et dire « Allez, quoi, on ne va pas rester dans notre coin en train de s'emmerder. » C'est normal. Et en même temps, ce n'est pas facile. Et donc, on est pris dans cette ambivalence-là où on voudrait bien, parce que c'est normal, et en même temps, on a peur d'être jugé. Alors, un petit verre d'alcool, un ou deux, ça va dépendre un petit peu de chacun, de sa résistance finalement. L'alcool, ça va être super utile. Et quand il y a une fête sans alcool, souvent on dit il n'y a pas d'ambiance, c'est chiant, parce que justement, ce côté interpersonnel n'existe pas. Ou est beaucoup plus difficile. Justement, avec les cigarettes, c'est la même chose. T'as une soirée, tu vois un groupe, t'as envie de t'incruster, t'as la cigarette, tu demandes un briquet et hop, t'es dans le groupe, tu parles, tu fais une discussion. Exactement, il y a plein de comportements comme ça qui vont nous aider à créer du lien. On dit ça aussi des gens qui ont un chien. Au parc, je vais promener mon chien et immédiatement j'ai un sujet de conversation avec ceux qui ont aussi un chien. Donc on voit bien que le lien social, il est super important pour nous les humains. Et on va mettre en œuvre toute une série de stratégies. Ça peut être avoir un chien, ça peut être avoir fumer, ça peut être boire de l'alcool ou encore d'autres comportements, simplement pour avoir plus facile à créer du lien, parce que créer du lien, on en a vraiment hyper besoin. Et on est dans une société où il y a beaucoup de gens seuls, et donc ça, c'est une souffrance. Et pour dépasser cette souffrance, on doit avoir des amis, on doit avoir du lien social. C'est super important. Moi, je voulais rebondir. L'autre fois, on avait parlé justement sur le fait d'interdire l'alcool aux États-Unis. On avait eu un petit débat sur si ce serait intéressant de légaliser le cannabis pour que l'État puisse avoir un certain contrôle là-dessus. Forcément, si aujourd'hui, il y a énormément de consommateurs de cannabis, plusieurs centaines de milliers rien que quotidien, de consommateurs quotidiens. Donc, c'est effectivement un marché qui échappe totalement à l'État. Donc, en même temps, ce n'est pas des produits de qualité, c'est des recettes, c'est des produits qui sont vendus de mauvaise qualité et trop chers. Donc il y a toute une série d'effets, on va dire, négatifs pour l'État. Ça lui coûte extrêmement cher en termes de contrôle, en termes de jugement, etc. Les gens risquent de nouveau de se retrouver exclus d'une façon ou d'une autre. Ils pourraient perdre leur boulot. Ça fait des conflits familiaux sans fin parce
parce que le cannabis a une image extrêmement négative, donc évidemment ça angoisse terriblement les parents. Donc tous ces effets-là, ils existent et ils coûtent très très cher à la société. Donc légaliser n'enlèverait pas tout, mais enlèverait une grande partie de ces effets-là et permettrait à l'État de régulariser le commerce, c'est-à-dire qu'il y ait des vrais vendeurs qui paieraient leurs impôts, on paierait une taxe sur le cannabis, donc tout ça serait dans un commerce identique par exemple à celui du tabac ou de l'alcool. Ça, c'est effectivement une possibilité. Et dans certains pays, le cannabis est normal parce qu'il est intégré dans la culture. Ce qui est pas le cas chez nous. Il n'est pas encore intégré, mais je pense qu'au vu du nombre de consommateurs, ça ne serait pas une énorme difficulté. Après, je pense que la légalisation n'est pas une bonne idée parce que tu as derrière les gens qui vont fumer autre chose qui n'est pas légal. C'est aussi pour contraindre les règles. Du cannabis. Tu as en même temps l'effet du cannabis, mais en même temps te dire que si tu te fais choper, c'est de l'adrénaline en plus. Mais donc pour moi, c'est pas une bonne idée. Oui, il y aura toujours finalement un comportement qui ira à l'encontre des règles. Ça, c'est aussi une motivation qui est propre à l'être humain. De nouveau, pas tout être humain a cette idée d'aller contre les règles, mais quand même, il y a un bon nombre de situations qui nous amènent à penser que l'esprit transgressif, il est là, il existe, et c'est encore une motivation à consommer. Si on a envie d'emmerder, en fait, je sais pas moi, l'école, un enseignant, nos parents, on a très vite fait de trouver en fait la voie pour le faire, c'est-à-dire consommer un produit interdit, se montrer transgressif, aller à l'encontre des règles. Ça, c'est encore une motivation à consommer qui est hyper importante. Donc, c'est très important de se dire, effectivement, c'est pas en légalisant, c'est pas la panacée, etc. Donc, il faut réfléchir à se dire, si les ados, ils ont besoin d'être transgressifs, il faut tenir compte de ça. Il faut se dire, OK, comment on va faire ? Parce que s'ils sont transgressifs, il y a une raison derrière. Et c'est souvent la raison qu'on a expliquée avant, c'est-à-dire grandir, prendre des risques, parce que prendre des risques dans notre société, c'est souvent devenir un vrai mec, devenir viril, etc. Ça ne veut pas dire que les filles ne prennent pas des risques, évidemment, mais en tout cas, c'est assez facile à comprendre en ce qui concerne les garçons, et c'est normal. Et donc, il faut alors se dire, OK, on va légaliser le cannabis, mais l'argument que je viens d'entendre est tout à fait juste et tout à fait pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le besoin de grandir ? Ce n'est pas le besoin d'être transgressif, c'est le besoin de grandir, de reconnaître, de valoriser nos adolescents. C'est ça que socialement, on doit apporter une réponse à ça. Il faut reconnaître que les jeunes, ils existent, ils ont des avis pertinents par rapport à plein de questions. C'est surtout ça qu'il faut faire. Parce que tant qu'on va réduire les adolescents en disant « Ah, ceux-là, c'est ceux qui boivent trop d'alcool, qui font du binge drinking, qui boivent, qui font que des conneries sur leur vélo, leur skate ou je ne sais pas quoi », évidemment que ça, c'est pas reconnaître les jeunes, c'est pas leur donner une place. Donc, il faut en même temps, et c'est fondamental, donner une place, entendre ce que les jeunes ont à dire. C'est comme ça qu'on arrivera à réduire les prises de risque des jeunes. Moi, en parlant de cannabis, je sais qu'au Canada, parce que je partais au Canada, et dans une ruelle, ça sentait le cannabis, quoi. Et là-bas, c'est plutôt toléré le cannabis, tu sais un peu ? Oui, Oui. c'est autorisé, ça je le sais. Comme Amsterdam. Ça t'a donné envie d'essayer le fait que dans une ruelle libre d'accès, tu sentes cette odeur-là ? Oui, Et que ce soit toléré. Ça sentait, dès que je sortais dehors, ça sentait, quoi. D'accord, mais du coup, le fait que tu le sentes comme ça t'est donné envie d'essayer ? Ouais, Ok. j'ai déjà fait plusieurs fois, mais la première fois que j'ai fait ça, c'était avec une de mes meilleures potes qui n'est plus ma pote, parce que voilà, c'est compliqué. Et j'ai testé, ça m'a fait bizarre. J'avais pas vraiment eu d'effet, mais je sais que j'avais faim et soif, quoi. Parce qu'elle m'a dit que t'avais besoin de boire et de manger, quoi. Et quand t'étais au Canada, t'as eu envie de fumer, du coup ? À cette époque, il y a 2 ans, non, ça me tentait pas trop, mais quand j'ai testé avec ma pote, elle m'a proposé, j'ai dit oui, pourquoi pas, pour essayer. J'ai fumé plusieurs fois, même au 21 juillet, il y a 2 ans, avec un ami, on allait chez un pote, on a fumé ça, quoi. Et du coup,
Tu as essayé, tu n'as pas eu réellement d'effet. Non. Donc pourquoi est-ce que tu as voulu retenter l'expérience ? Pour voir qu'est-ce que ça faisait. Et comment tu peux expliquer cette curiosité de vouloir voir ce que ça fait ? Parce que quand j'étais petit, mes parents fumaient, parce que mes parents sont séparés et ma mère et mon père fumaient. Quand j'étais petit, ça m'a donné envie de fumer la cigarette. J'ai commencé depuis le Covid, j'avais 17 ans et avec un pote, j'ai fait 2 mois de cigarette et j'ai fumé une entière. J'ai même pas crapoté quoi. J'ai commencé à prendre la fumée et j'ai commencé à fumer. Et donc, la cigarette, on va dire que ça t'a peut-être un petit peu lassé, parce que du coup, t'as l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude Et de donc, fumer. t'as voulu essayer quelque chose qui pouvait te procurer un peu plus d'effet que la cigarette ? Ouais. Ok. Ouais, je voulais simplement rebondir par rapport aux 2 situations que tu as amenées. Ton prénom, j'aime toujours bien nommer les... Tu t'appelles ? Non ? Alex. Alex. Mais du coup, c'est vrai que tu parles de la situation où tu as senti de l'odeur en rue, mais finalement que tu n'as pas consommé, et d'une autre situation où tu étais avec ton ami, et où là, finalement, tu as consommé. C'est ça qui est important pour nous, c'est de distinguer qu'entre ces 2 contextes-là, ces 2 situations, il y a quelque chose de très changeant. Dans un cas, tu parles de la rue où tu étais seul. Tu as Moi, juste j'étais avec senti... mes parents. Tu étais avec tes parents, d'accord, mais tu as senti l'odeur, mais n'as pas décidé de consommer. Par contre, là où finalement, la situation où tu étais avec ton ami, elle t'a proposé, tu as accepté. Mais donc, il y a des enjeux en fonction des situations qui sont forcément différents. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est pas tellement le produit qui doit prendre la place dans l'analyse qu'on en fait, mais c'est les enjeux de la situation qui sont davantage liés avec qui tu es, à quel moment, et pourquoi dans cette situation tu as consommé et pas dans l'autre en fait. C'est ça qui est important d'analyser dans les 2, et c'est bien que tu apportes cette distinction-là des 2 situations, parce qu'effectivement, il y a des éléments qui expliquent sans doute pourquoi dans l'une tu as consommé et dans l'autre pas. Mais là, il y a eu le facteur, du coup, effectivement, social. Mais là où il dit, c'est qu'il y a eu, avant ce côté social où c'est avec une amie, il voulait voir les effets, il y a eu de la curiosité. Et en plus, où ça ne lui a rien procuré, il est retourné là-dedans pour essayer de rechercher un effet. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on essaie quelque chose, ça fait rien et on persiste quand même. Je trouve que c'est un peu... C'est normal, je pense que Alex a assez bien expliqué que voyant ses parents consommer relativement, c'est un peu ce que j'ai dit pour l'alcool tout à l'heure, on nous explique rien et on voit que des êtres aussi importants pour nous que nos parents consomment régulièrement un produit. Alors évidemment qu'on cherche, et c'est tout à fait normal, à comprendre ce qui se joue. Et donc on va essayer, on va se dire, mais si c'est si important pour mes parents, moi aussi il faut que je comprenne. Et donc c'est compliqué quand on est enfant, quand on est adolescent, de se dire « Ah, c'est parce que mes parents, ils sont en voie de séparation, donc ils ont du stress, donc ils consomment ce produit-là parce que ça va réduire leur stress. Et grâce à ça, ils vont évidemment avoir plus facile à surmonter quand même cette situation qui est souvent une situation douloureuse. Mais ça n'est pas dit. Et donc, moi, enfant, je me dis juste « Waouh, ça a l'air d'avoir des effets super importants, cette affaire. » Mais quand j'ai dit à mes parents que j'ai commencé à fumer, parce que je suis en famille d'accueil, ça fait depuis que je suis arrivé quand j'avais 10 mois chez mes parents d'accueil, et quand j'ai commencé à fumer, j'ai dit à mon père, il était en mode ok, il n'était même pas choqué ni rien, et mes parents d'accueil nous même pas, même quand j'ai commencé à fumer un joint, j'ai expliqué à ma mère d'accueil que j'ai touché ça à ça, et j'ai expliqué, elle m'a dit d'arrêter directement, j'ai compris. Après, moi, mes parents sont non-fumeurs. J'ai aussi été verré pour leur dire que je fumais. Leurs réactions m'ont demandé mais pourquoi je fais ça, pour avoir ma réflexion derrière. Et je pense que c'est pas spécialement ça, c'est aussi la façon d'être aujourd'hui. C'est pas la même qu'il y a 20 ans et t'as tout le monde qui change. Tout le monde dans un sens où t'as tes potes plus grands qui ont vu faire ci et puis tu suis. Donc t'as ce facteur social, t'as le facteur de curiosité, mais t'as aussi ce facteur de stress comme vous avez dit. Après moi je suis hyperkinétique et c'est le seul truc qui me fait un stone dans mon cerveau. Et donc, c'est des motivations super importantes Moi, qui sont là. Et donc,
c'est tellement important que l'avertissement fumez-tu pour le tabac ou interdit par la loi, attention, tu vas finir en IPPJ ou je sais pas quoi, ça ne fonctionne pas, un peu comme dans le jeu de la cacahuète, où vous ne deviez pas consommer ce produit, mais non, l'enjeu, il est trop important. Je vais perdre mes copains, je vais manger ces cacahuètes, je vais fumer ce tabac ou ce cannabis. Donc, la règle, elle ne tient pas compte des motivations, elle fait comme si ces motivations n'existaient pas et que c'était juste un produit qui avait juste qui amène pour le tabac, voilà, un problème de santé. Hein, on a parlé des photos et tout ça. Le cannabis, c'est juste interdit, mais tant qu'on ne comprend pas les motivations derrière, tant qu'on n'est pas capable de les expliquer, on est jeune et on voit bien que ça existe et il faut qu'on comprenne, parce que c'est ça qui va faire qu'on va l'utiliser à meilleur escient, ou bien qu'on va dire non, ça ne m'intéresse pas, moi par exemple je ne suis pas stressé ou j'ai une autre manière de gérer mon stress, ok, le cannabis ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir. C'était pas pour déranger, mais du coup c'était par rapport à rajouter par rapport au fait, quand vous avez parlé, quand on est enfant, on voit ses parents ou quoi que ce soit consommer des produits qui sont nocifs pour la santé, et qu'on se dit, oui, c'est vrai qu'il y a la curiosité et voir que ses parents, s'ils se disputent ou quoi que ce soit, mais c'est aussi le fait que ces produits-là, à un certain moment, créent aussi une attitude néfaste, mais aussi pour la santé mentale de l'enfant. Certains parents, suite à ça, deviennent même violents, faudrait le dire, et des fois même ça impacte énormément psychologiquement l'enfant, et ça c'est aussi dû pourquoi l'obésité est énormément répandue en Amérique, c'est parce que beaucoup de personnes, suite à un traumatisme qu'ils ont eu à cause de leurs parents, commencent à vouloir se réfugier dans quelque chose qui pourrait leur soulager, et beaucoup de personnes, la majeure partie en Amérique, c'est pour ça que l'Amérique a quasiment, voire 60-80% de les personnes qui sont obèses dans certaines villes. C'est parce que beaucoup, comme je l'ai dit, ont été traumatisés, et d'autres vont dans l'obésité, d'autres vont dans tout ce qui est produit qui va libérer des neurones à GABA, en gros, qui sont... oui, ça va stimuler une zone du cerveau qui est le plaisir en quelque sorte. Et seulement qu'à un certain moment, comme on l'a déjà dit auparavant, à un certain moment, quand on consomme trop, on ressent plus ce plaisir, et c'est pour ça que beaucoup vont chercher de plus en plus fort, mais de nos jours c'est vu comme pas quelque chose de normal. Moi je suis quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, parce que moi j'ai toujours appris, même par l'éducation, beaucoup de parents sous-estiment, parce que ça s'est on va dire ça s'est répandu de génération en génération. C'est moi à l'époque, en tout cas mon père m'a raconté, c'est que fumer à l'époque c'était vu comme quelque chose de nécessaire pour bien réussir l'école. C'était quelque chose qui servait, plus tu fumais, plus tu avais des meilleures connexions de neurones. Mais seulement que de nos jours, c'est prouvé scientifiquement que c'est complètement le contraire, parce que ça nécrose tes neurones, et beaucoup ne se rendent pas compte. C'est devenu, oui, un effet de mode plutôt. C'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est devenu une normalité, quelque chose pour être accepté au sein d'un groupe. Et l'effet de groupe, c'est quelque chose qui est nocif, mais pas... peu importe dans qu'est-ce que c'est surtout pour les personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais touché à tout ce qui est alcool ou tout ce qui est drogue ou cannabis, mais ça dépend aussi du caractère forgé dès l'enfance. C'est moi, par exemple, je prends mon exemple à moi j'ai toujours été quelqu'un de assez renfermé, strict, mais sur des bases qui ont une logique. Et mon enseignement, mon éducation, et je ne vais pas remettre l'éducation des parents parce que certains parents n'y peuvent rien, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez distant et je n'ai jamais aimé aller en boîte. Je suis allé en boîte quelques fois, et oui, l'effet de groupe, ça a plus ou moins légèrement marché parce que j'ai testé une fois, mais je n'irai pas retester parce que je ne trouve pas quelque chose de nécessaire, parce que j'ai oui, comme vous l'avez dit, un plaisir dans autre chose. C'est ce qu'on avait parlé en fait, justement, du fait que l'effet de groupe, le social, les contacts sociaux avaient un énorme impact avec la consommation, et qu'on était beaucoup plus apte à consommer entre amis, en soirée. Et donc, à chaque fois qu'on parle d'une situation, il y a vraiment toujours ce côté social et d'effet de groupe qui revient. Tu as parlé des dommages que le drogue puisse y avoir
par rapport aux parents ou Ouais. à ton entourage. Ça, c'était une question intéressante, je Ouais, trouvais. c'est ça, c'est parce que tu as dit beaucoup de choses. Ouais, pardon. Pour reprendre un peu le fil et commencer du début, c'est vrai que tu as parlé, en prenant l'exemple des États-Unis et le taux d'obésité qui est effectivement assez important dans ce pays. Tu l'as lié à la question du traumatisme de l'enfance. Oui. C'est vrai que la nourriture, ça peut être aussi un comportement qui va répondre à un besoin, au même titre que la consommation d'un produit drogue. La logique, en fait, si on réfléchit aux raisons qui peuvent pousser une personne à manger presque sans s'arrêter, est la même que pour un jeune qui va consommer un produit drogue. C'est le même mécanisme. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du besoin d'inclusion sociale, de lien social entre nous, entre êtres humains. Il y en a d'autres, hein, des besoins qui sont pour nous comme ça essentiels. Et celui qui pourrait être relié à ce que tu amènes, la situation de l'obésité, de comme ça dépasser un traumatisme, l'oublier, ce serait plutôt quelque chose de l'ordre de la gestion des émotions. Oui. La gestion émotionnelle, pareil, c'est un besoin qui est fondamental pour tout être humain. On nous impose d'être dans un certain équilibre émotionnel. Ça, c'est sans le dire ouvertement comme ça, mais on peut ni être trop heureux, ni être trop triste. On doit un peu trouver comme ça l'équilibre et c'est pas toujours simple. Et encore une fois, un des moyens d'y arriver, c'est d'user d'un comportement lié à un produit drogue ou à un autre type de comportement comme ça qui viendrait nous aider à être un peu bien émotionnellement, quoi. Quelqu'un qui a vécu toute une série de traumatismes durant l'enfance, elle va pouvoir effectivement se retrancher derrière la nourriture parce que ça lui fait du bien et ça l'empêche finalement d'être comme ça bouffé par, et le mot est assez justement trouvé, d'être bouffé par les traumatismes qu'elle aura connus. Oui, mais je sais pas, ça se peut que je me trompe, mais vous avez fait un lien avec le fait de... vous avez dit que dans la société, on doit avoir une stabilité émotionnelle, vous avez dit, mais seulement que je peux dire que je ne suis pas d'accord. Je peux dire que je suis pas d'accord ? Oui, non, T'as mais le droit de le c'est dire. votre truc, c'est votre truc à vous. Mais Mais explique-nous. j'ai un truc que je ne suis pas d'accord, c'est mettre ça avec des traumatismes. À aucun moment, une personne qui va commencer à fumer ou à commencer à manger n'a comment dire, vous avez fait le lien avec les personnes qui sont traumatisées, qui ont soi-disant, pour être à la norme de tout le monde, commencer à manger beaucoup ou quoi que ce soit, mais ça n'a rien à voir. Beaucoup de personnes, quand on est petit, on n'a pas forcément quelque chose, surtout la majeure partie des Américains n'ont. De nos jours, en Europe, le truc qu'on est gâté en Europe, c'est qu'on est plus ou moins bien financièrement. Chose qui aussi, ça influence énormément, c'est que dans d'autres pays, qui est dans la majeure partie, qui est dans la pauvreté, ça aussi, ça influence énormément le fait des drogues, de la dispersion de l'alcool. C'est parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires, pour stopper cela, pour être beaucoup plus attentif, mais aussi, suite à la pauvreté, beaucoup n'ont pas le même... comment dire, aujourd'hui, les enfants, s'ils veulent se faire plaisir, à l'âge tout petit, vous leur donnez un jeu vidéo, chose qui, selon moi aussi, parce que dû à mon éducation, n'est pas aussi top. On va quand même aller à l'essentiel, donc sois précis et concis. Oui, mais tout a un lien. Oui, mais alors va directement je sais pas si... à l'essentiel, comme ça. Donc, tu disais que tu n'étais pas d'accord pour quelle raison ? Juste en deux, trois pour mots. quelle raison ? Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec genre, les personnes qui ont eu un traumatisme, n'a rien à voir avec la norme qu'on impose, une norme de sentiment, ça n'a rien à voir. Donc juste pour répondre à ça, pour être dans la société, il faut effectivement savoir être dans une norme émotionnelle. C'est-à-dire que si vous avez un immense chagrin dans votre vie, vous venez de perdre quelqu'un qui vous est très très proche et que vous pleurez à cause de ce chagrin pendant plusieurs jours d'affilée, eh bien très vite, vous allez entendre autour de vous que ça commence à bien faire, que bien sûr on peut comprendre votre chagrin, mais que si vous allez par exemple tenter de retravailler, puisque vous n'avez pas beaucoup de congés pour un événement malheureusement aussi
dramatique, eh bien vos collègues ils vont dire bon ben t'es gentil, je me rappelle plus de ton prénom. C'est Marco. Marco, t'es gentil Marco, mais il faut que tu fasses quelque chose là pour ton chagrin, parce que pleurer tout le temps, c'est pas possible. Ouais. Donc consulte, prends des antidépresseurs, fais quelque chose. Donc voilà, t'es plus dans la norme et donc tu vas empêcher finalement, et tu vas très vite être exclu pour cette question-là. Et donc, si tu as vécu des traumatismes importants dans ton enfance, peu importe de quelle manière ils soient, mais tu ne vas pas être dans cette norme émotionnelle facilement, parce que cette souffrance, elle peut t'envahir, et parfois tout au long de ta vie. Tu ne sais pas penser à autre chose que ça en te levant, et c'est terriblement compliqué. Donc, de là, des comportements qui peuvent être, oui, parfois... de manger tout le temps parce que ça te fait penser à autre chose, ça te permet de décaler cette souffrance-là, ou de prendre des produits drogue, un peu, beaucoup, en fonction justement de l'intensité de l'émotion que tu subis encore à l'âge adulte parfois. Donc parfois c'est simplement un petit verre de temps en temps quand voilà, je repense à ça. Et parfois c'est de l'héroïne à grande dose parce que c'est le seul produit qui m'empêche de penser à ça. Et donc de fonctionner normalement. C'est-à-dire d'être accepté, parce que sinon je crie tout le temps. Par exemple, la souffrance elle est tellement forte. Et quelqu'un qui crie... mais très vite, il va se faire exclure. On va dire non, tu sais pas travailler avec nous, tu sais pas être notre copain, tu sais pas être dans le groupe parce que tu cries, tout simplement. C'est ce qui est normal. Et donc, pour t'empêcher de crier, il faut... voilà. Et donc, on va nous-mêmes renvoyer cette personne-là vers des consommations de drogue. Alors, des drogues légales, comme des médicaments ou des choses comme ça. Voilà, donc, c'est là le lien entre... Non, maintenant, je vois mieux. Et je voudrais rebondir sur quelque chose. Donc là, on a appris, on a vu que donc, le secteur social était très important, qu'il y a notamment aussi tout ce qui est donc, le fait de se réfugier dans quelque chose pour aussi avoir un espèce de confort, un peu sa safe place. On a aussi abordé tout ce qui était donc, sujet festif. Mais du coup, est-ce que vous avez quelques clés à nous apporter pour éviter imaginons, on est dans un cadre festif, on nous invite à consommer. Est-ce que vous avez des clés à nous communiquer par rapport à éviter tout abus de consommation ? La clé, excuse-moi, c'est par rapport à quoi ? Des clés, donc par exemple, par rapport à diverses situations. Donc on est en soirée, on va nous inciter à prendre de l'alcool. Est-ce que donc c'est dire non. Voilà, c'est ça, des clés pour dire non. La clé, c'est par rapport à l'idée de refuser en fait l'alcool. Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Pas forcément l'alcool, mais la drogue ou quoi que ce soit, quand voilà, même ne fût-ce qu'un jeune qui est confronté à ce qu'on lui fasse découvrir, parce que voilà, vous avez différentes clés pour dire non et pas se sentir exclu et avoir au final ce besoin d'appartenance à ce groupe. En fait, justement, c'est ça, la clé pour nous, c'est, si vous voulez, nos comportements et les raisons pour lesquelles on choisit ces comportements, ils sont dans notre cerveau, c'est collé. On ne sait pas pourquoi en fait on fait les choses. On ne réalise pas, on ne prend pas toujours conscience du pourquoi la première fois on tire sur une cigarette. Le goût, il est dégueulasse. La première fois qu'on a tiré sur la cigarette, c'est pas parce que ça nous a attiré au niveau du goût. Il n'y a pas quelque chose qui est venu nous dire c'est délicieux, je vais même recommencer, quoi. C'est pas ça qui nous a motivés la première fois. Donc on est trop collé en fait par rapport à nos besoins. Et les besoins justement que les consommations de drogue visent à satisfaire, ils sont inconscients. On n'a pas conscience du pourquoi est-ce qu'on consomme des produits de drogue. Et la clé pour nous, elle est notamment là. On n'a pas de clé comme ça dans l'instant, on n'a pas de solution miracle par rapport à ça. Mais ce qui pour nous est important, c'est d'éveiller, donc de rendre conscient l'inconscient. Donc de favoriser des espaces comme celui d'aujourd'hui, de se dire mais tiens, au fond, pourquoi est-ce qu'on consomme ? Parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on consomme, on est d'autant plus prêt à justement décaler le comportement du besoin. Si on se dit tiens, oui, appartenir à un groupe, c'est hyper important, la consommation de drogue est un moyen parmi d'autres d'y arriver,
on peut réfléchir à d'autres moyens d'y arriver. Le besoin, il est là, il est essentiel, il est partagé, il est humain et il sera toujours là. On a toujours besoin d'inclusion sociale, on a toujours besoin de savoir gérer nos émotions, mais c'est simplement les moyens qu'on met en œuvre qui peuvent être différents. Et ça, forcément, c'est plus facile quand on a conscience de ce que peut nous offrir en fait la consommation de drogue, mais comme étant un moyen parmi d'autres. L'idée, c'est justement de travailler ensemble à peut-être quels sont les autres moyens qu'on a à disposition pour intégrer un groupe. En préparant ça en amont, au moment où la situation se présente, on aura d'autant plus facile à dire non à un verre d'alcool si on n'en a pas envie, parce qu'on aura sans doute d'autres manières de répondre aux besoins qui lui restent inchangés. C'est pour reprendre le jeu de la cacahuète, où il y a toute une série de gens qui vont me dire Antoine, si tu manges pas ces cacahuètes, t'es plus notre copain, t'es hors du groupe, etc. Donc évidemment, il faut comprendre. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un exercice où ça devient explicite. Et donc moi, je vais avoir tendance, si je lis le comportement manger des cacahuètes ou faire partie du groupe, je vais manger des cacahuètes. Donc évidemment, ce qui est compliqué, c'est de dissocier manger les cacahuètes et faire partie du groupe. Donc, je dois tenir un discours. Alors, c'est facile à dire comme ça, et c'est pour ça qu'il faut faire des exercices, qui est, les gars, je ne vais pas manger des cacahuètes, mais je veux toujours faire partie du groupe. C'est ça qui est compliqué, parce que les deux comportements sont liés. Et c'est la même chose pour si tu n'achètes pas les chaussures à 250 €, tu ne fais plus partie du groupe. Mais ce n'est pas dit comme ça. Mais on a compris que si on n'a pas les chaussures à 250 €, on ne fera plus partie du groupe. Si on ne consomme pas la bière, on ne fera pas. Donc, il faut rendre ça explicite et on va dire, non les gars, moi, je n'ai pas 250 €. Je n'ai pas envie de manger les cacahuètes, je suis allergique à l'alcool, donc ça, je ne vais pas le faire. Mais je veux continuer à faire partie du groupe. Et il faut trouver une manière que le groupe va entendre. Je veux encore faire partie du groupe. Alors, ça va marcher. Mais évidemment, c'est facile à dire, je le répète, mais c'est difficile dans la pratique parce que on n'a pas le temps, on est pris directement quand tout le monde commande sa bière. Moi, je prends un verre d'eau, mais je suis toujours votre copain, j'ai toujours envie. C'est difficile à faire. Et pourtant, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il faut faire pour ne pas être pris dans un comportement. Et là, si on prend le contexte qu'il y a plus souci d'appartenance de groupe, parce qu'on sait que cette personne est déjà dans le groupe où elle a vraiment des amitiés, mais que par exemple, on associe maintenant l'alcool à ce qui est festif et que quand on est dans un endroit où on fait la fête, ça se traduit par verre d'alcool et l'envie est déjà présente, par exemple. Donc là, il y a plus ce côté je bois pour appartenir, parce que même si je bois pas, ils seront peut-être moins enjoués, ils vont me dire allez, il faut se détendre, machin, et si on insiste sur le nom, on reste quand même amis, mais il y a quand même cette envie-là, parce qu'on a vraiment associé alcool et fête. Comment est-ce qu'on arrive à trouver une solution pour passer outre ça, par exemple ? Ouais, après, l'inclusion, le fait de se sentir appartenir à un groupe, c'est une motivation parmi d'autres, parmi tellement de motivations qui existent, et on pourrait même se dire que à chaque usage de consommation, il y a une motivation différente qui est là. Donc, s'il y a cette envie à ce moment-là, dans un contexte festif, de boire de l'alcool, tout en se disant, en ayant déjà fait le travail, ah oui, mais je me sens appartenir au groupe, mais il y a quand même cette envie, c'est qu'il y a quand même, un autre enjeu encore à déterminer. Est-ce que c'est parce que je veux me détendre ? Est-ce parce que je veux me rapprocher de cette personne-là que je ne connais pas et qui m'attire ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de danser mais que je ne sais pas danser si je n'ai pas bu de l'alcool ? Tu vois, il y a encore toute une zone sans doute de flou qu'il faudrait à un certain moment dévoiler. L'inclusion dans un groupe, le sentiment de se sentir appartenir à un groupe, c'est une motivation. Mais il en existe tellement d'autres. Tu voulais dire quelque chose ? Moi, je voulais dire, mais en fait, je pense que... Moi, je suis pas totalement d'accord, parce que je pense que ça dépend surtout des personnes avec qui on est. Il faut surtout choisir les bonnes personnes, parce que personnellement, je fume, mais c'est pas pour autant que je vais inciter quelqu'un qui est avec moi à le faire. Il faut juste trouver le bon entourage. C'est pas parce qu'on fume qu'on va inciter les autres à le faire. C'est juste les personnes. Est-ce que tu penses que tu peux l'influencer indirectement sans vraiment le vouloir au final ? Oui, ça forcément, mais ça, c'est impossible à arrêter, vu que des gens qui fument, il y en a partout. Donc c'est pas parce que moi, par exemple, j'arrête que les plus jeunes ne le feront pas.
Donc en fait, si on est attiré par un groupe, c'est parce qu'il répond à des attentes qu'on a. C'est pas les mêmes attentes si on est attiré par le groupe des joueurs de Scrabble de l'école ou ceux qui fument du cannabis dans les toilettes. C'est pas le même groupe et c'est des raisons qui nous sont extrêmement puissantes en nous, mais qui sont, je le répète encore une fois, mais souvent inconscientes. Voilà, nos parents probablement aimeraient mieux qu'on... Pourquoi tu vas pas au club de Scrabble sur le temps de midi plutôt que d'aller avec les, comme tu dis, les mauvaises personnes, évidemment. Les parents, souvent, ils pensent que c'est la même chose finalement, mais non, parce que nous, on a des raisons fondamentales peut-être d'opposition aux parents si on choisit le groupe des fumeurs de cannabis, mais qu'on n'arrive pas à leur dire. On n'arrive pas à dire explicitement, bon, papa, maman, vous êtes gentils, mais vous devez quand même un peu comprendre que je grandis là. Et si je vais au club de Scrabble, je pense, alors je me trompe peut-être, mais le message va être très différent. Vous n'allez pas me voir grandir de la même manière que si je ramène un club de motards qui fument du cannabis à la maison. Vous allez vous dire, waouh, mon fils, il a grandi. Et c'est ça mon objectif super important pour moi. Et donc, le choix, il est évidemment super important. Et si on choisit jamais les mauvaises personnes, on choisit des personnes qui vont remplir des besoins super importants pour nous. Si c'est réussir mieux au cours de français, je choisirai le club de Scrabble, évidemment. Donc le club de Scrabble répondra à un certain nombre de besoins, mais pas les mêmes. Ouais, je pense que c'est très bien répondu. Je ne sais pas si quelqu'un a encore envie de poser une question parmi nous. Ah, il y en a un qui veut s'exprimer. Étant un reporter, je ne sais pas s'il y avait une question initiale à cette web radio ou pas. C'est une question là du coup que je pose ici maintenant. Mais si on n'avait pas, moi j'avoue que je suis un ancien fumeur de cannabis. En fait, j'ai remarqué un petit peu indirectement que j'en étais accro parce que quand j'essayais d'arrêter, je finissais toujours par reprendre à un moment. Aujourd'hui, j'ai encore une consommation, mais qui est beaucoup plus raisonnée et réfléchie. Maintenant, moi, j'ai pas été influencé par un groupe. C'est plus j'étais curieux et j'ai un jour essayé. Ça m'a beaucoup fait rire avec mon groupe d'amis. Et ça a été du coup plutôt comme ça que j'ai commencé à fumer. Puis je suis parti faire un voyage en solitaire pendant plusieurs mois où j'ai fait un arrêt au Maroc où forcément c'est là-bas une matière qui est assez facile à avoir et pour pas cher. Donc, mon addiction en fait elle s'est construite plutôt par des petites expériences de vie comme ça. Et pour arrêter, ça a été quelque chose qui était pas facile, j'avoue, et c'est passé par un processus en fait où j'ai supprimé tous les contacts qui pouvaient me faire rappeler ce genre de choses, que ce soit certains réseaux sociaux bien connus pour ça ou même des personnes, je veux dire, physiques. Mais voilà, donc c'était plus pour moi, je venais partager mon expérience et pouvoir discuter de ça et vous écouter aussi un petit peu ce qui se faisait ici. Je savais pas qu'il allait avoir en fait des intervenants extérieurs à la base. Non, mais merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'on peut amener peut-être encore un élément au travers de ce que tu dis, c'est l'évolution des motivations à consommer. C'est-à-dire qu'on peut commencer à consommer un produit la première fois pour une raison. Et en fait, cette raison, à un certain moment, parce qu'on évolue aussi, elle disparaît et elle laisse place à une autre motivation. C'est le même produit, mais il répond à d'autres besoins. Encore une fois, on prend beaucoup cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est assez parlant. La première fois qu'on a consommé sa première cigarette à l'adolescence, on s'est laissé un peu porter par le groupe parce qu'on sentait bien que de toute façon, si on disait non, ça allait être hyper mal vu. On n'a pas du tout envie d'être mal vu à cet âge-là. Et puis en fait, on a continué à consommer et puis la motivation s'est transformée en mais maintenant je suis un adulte, j'ai plein de stress, au boulot ça va pas du tout et donc je continue à consommer du tabac, c'est le même produit mais il ne répond plus aux mêmes besoins quoi. Quand j'étais jeune c'était parce que ça me permettait d'exister au travers d'un groupe et en fait quand j'ai grandi ça me permettait d'évacuer du stress. Voilà, c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir se poser la question de quand une consommation s'étale sur le temps, est-ce que finalement, il n'y a pas des nouvelles motivations qui font que, oui, je n'arrive pas à m'en passer, quoi. J'ai quitté mon groupe, mais malgré tout, je suis parti à l'étranger, mais malgré tout, je continue quand même à consommer ce produit. Pourquoi ce produit-là, quoi ? Moi, à titre perso, j'ai l'impression qu'on ramène toujours ça à un groupe ou en fait qu'on est influencé ou qu'on influence. Moi, en tout cas, de mon expérience, on m'a jamais influencé. J'espère n'avoir jamais influencé personne. Si ça, comme tu as dit, c'est quelque chose finalement qu'on maîtrise pas trop.
Enfin, en tout cas, j'ai jamais imposé à qui que ce soit de consommer ce type de drogue. Oh, maintenant, j'ai perdu le fil de mon idée. Ça va peut-être me revenir, mais je vois que vous vouliez rebondir. Donc je vous laisse rebondir. Ici, si on reprend un petit peu, donc on commence à consommer du cannabis parce que ça nous fait rire et que c'est super important, ça détend l'atmosphère. Et puis, j'avais plus de blagues justement dans mon stock, donc génial. Et puis, je pars au Maroc, hein, c'est ça. Puis là, je connais déjà ce produit, donc c'est une façon de m'intégrer dans la culture locale, de me faire des relations avec des Marocains, très bien. Et puis ce voyage, il est tellement important pour moi et que c'est un peu cette idée Madeleine de Proust finalement, où c'est compliqué d'arrêter parce que arrêter, ça veut dire perdre symboliquement tout ce que j'ai appris dans ce voyage, toute cette identité que je me suis forgée en allant au Maroc seul comme ça. Enfin, j'imagine que c'est un voyage important dans ta vie et que donc le cannabis est devenu très lié symboliquement à ce voyage et donc c'est difficile. Et chaque fois que j'entends parler du Maroc ou que je repense à ce qui se passait là-bas, j'ai envie de consommer. Et c'est normal parce que une grande partie de mon identité est liée à ce voyage et donc est liée aussi au cannabis. Et c'est en réfléchissant à ça qu'après, progressivement, on peut se dire « Ah, mais oui, au fond, c'est ça le lien que je ne comprenais pas et que je n'ai pas fait. C'est entre une partie importante de mon identité et ce produit. » Et à partir du moment où tu te dis « Mais au fond, voilà, maintenant que j'ai compris ça, je vais pouvoir me distancier plus facilement de ce produit. » Mais tant qu'on ne fait pas ce lien, alors c'est un titre d'exemple, hein, je n'ai pas fait, on se connaît que depuis 30 secondes, mais c'est souvent le cas pour plein de gens. C'est un peu le côté qu'on appelle nous Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on va se replonger avec ce produit dans toute une ambiance super importante pour nous, qui a été importante parce qu'on était adolescents, parce qu'on avait une relation amoureuse super forte, parce qu'on s'est construit une identité en faisant un voyage extraordinaire, etc. Et qu'on ne veut pas perdre ça. Et ça, c'est normal. Mais donc, si on veut arrêter le produit, il faut d'abord comprendre le lien qui s'est établi entre ce produit et cet élément personnel super important, et pouvoir se dire, tiens, mais au fond, il y a peut-être une autre façon de penser à ma grand-mère, penser à ma copine ou de penser à mon identité que ce produit-là. Et alors, on est dans un processus dans lequel on va pouvoir progressivement abandonner la consommation du produit, si on a envie, évidemment. Et moi, j'ai souvent perçu ça parce que j'associe pas personnellement ce voyage du coup à ça du tout. C'était plutôt une forme, on va dire, de récompense. J'avais des plannings qui étaient bien chargés la journée, je faisais plein de visites, je faisais du sport et c'était plus à la fin de la journée ma petite façon de décompresser, de profiter de la vue et le soleil sur l'Atlantique. Et ici en Belgique, c'est un peu la même chose. Quand je fume pas en journée, ça m'est déjà arrivé durant le confinement, mais sinon vraiment pas. Et c'est plus après une journée de travail assez rude, c'est agréable de se dire petite récompense de fin de journée, on se roule un petit joint, on se fume un petit joint, on plane un petit peu avec ses copains et c'est amusant. Et à nouveau, à titre perso, c'est une substance qui me rend très créatif. J'ai plein d'idées qui fusent, et donc je le vois même pas, je le voyais pas à la base comme un fléau, mais plus comme une opportunité de me dire, je vais penser à des choses auxquelles je penserais peut-être pas si j'avais pas fumé, et c'est aussi ce côté-là qui me plaisait beaucoup. Après, en fait, j'ai plus l'impression que ça s'est construit dans ma tête et que je me suis dit, Antoine, il faut que tu consommes pour réfléchir à des trucs innovants, etc. Alors qu'en fait, non, pas nécessairement. Mais donc voilà, c'est mon petit point de vue sur le cannabis. Ouais, oui, la motivation par créativité, c'est aussi quelque chose qui est à souligner. Hein. Il y a plein d'artistes qui prennent des drogues et en même temps, tant mieux parce qu'elles nous ont permis de profiter d'une série d'œuvres. Mais c'est vrai, voilà, donc sans doute certaines substances, elles n'auraient pas pu créer en fait, parce qu'encore une fois, on est fort pris dans des injonctions sociétales et donc dans une manière de faire qui sert évidemment. Hein, ça nous permet entre nous de créer un vivre ensemble. C'est l'inhibition, en fait, c'est le contraire de la désinhibition dont parlait Amaury plus tôt. Cette désinhibition, d'un autre côté, à certains endroits, en contexte festif, lors des moments créatifs, elle nous sert énormément, et tant mieux. Et ça, effectivement, les produits drogues sont des substances efficaces, et si on a déjà connu l'expérience, c'est d'autant plus facile de recommencer à consommer, parce qu'en fait, on sait quels effets ça va avoir sur nous. Donc voilà, mais donc en conclusion, je ne sais pas si on peut arriver là, mais oui. Effectivement, par rapport aux clés dont tu parlais, pour nous,
Ben, c'est parlez-en, mais parlez-en sans jugement, en essayant d'amener des éléments liés à l'environnement, au contexte, avec qui, quand, comment. Tu as parlé du confinement. Tiens, mais pendant le confinement, justement, je me suis mis à consommer en journée alors que je consommais qu'à la fin de ma journée avant. Donc, il y a déjà un élément changeant dans le contexte de consommation. Et c'est ça qui est important de noter. Et c'est ça qui est important d'échanger entre vous sur cette question, finalement, de l'impact du contexte sur la consommation. Et quels besoins, évidemment, ça vise à satisfaire. C'est comme ça, en fait, qu'on fait éveiller les consciences individuelles, donc en collectif, mais individuelles par après, parce que notre cerveau, il n'y a rien à faire, il continue de travailler. Même si on lui demande d'arrêter, il va continuer à travailler malgré tout. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on vous enjoint de faire, c'est ça. Ok, merci. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Mais merci à tout le monde d'avoir participé et à Merci à Fort vous. Drogue et Addiction d'être venu. Franchement, Merci à tous c'était les très, jeunes, hein, très pour important. Super témoignages et questions et tout. Lila, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Bah voilà, merci à tout le monde d'être venu et à très bientôt. Merci.